et bienvenue, nous sommes dimanche matin, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, vlog 99, dans un vlog, c'est le vlog numéro 100. Ça fait plus de 2 ans que je fais des vlogs. J'ai pas fait des vlogs chaque semaine parce qu'il y avait des semaines où il y avait des salons, des trucs comme ça, il y a eu les vacances, il y a eu les tops de l'été et tout. Mais sans vlog quoi, sans vidéo de ma vie de lectrice. Et vous êtes là, merci toujours. Alors dans ce vlog, ça sera, je pense, une semaine Stephen King. Parce qu'à partir de demain, on attaque la lecture commune de The Shining, dans cette très très belle édition, avec une préface de Delphine de Vigan que j'ai lue, ça y est, et que je trouve extrêmement juste. J'ai hâte de lire cette nouvelle version. J'ai vu, j'en ai discuté hier dans le groupe Insta, j'ai vu que les chapitres étaient les mêmes dans la version originale et l'ancienne version. Donc je suppose que c'est les mêmes là aussi. Et en regardant la version originale, la première page, on constate qu'effectivement, cette version-là est plus proche que celle-ci. Les propos rapportés ne sont pas les mêmes. Ça fait un peu plus mot à mot, mais pour l'instant, c'est pas gênant. J'ai lu juste la première page. Voilà, à voir ce que ça donne sur la suite. Donc j'imagine que les coupes qui ont été faites sont faites à l'intérieur des chapitres. Et là, je ne pourrais pas détailler parce que ça me demande trop de boulot de lire les deux en même temps, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai super hâte. Donc j'ai cette édition-là en plus. Mais voilà, sauf peut-être des fois par curiosité, je regarderai, mais je ne vais pas pouvoir analyser plus que ça en fait. En tout cas, les chapitres sont les mêmes, donc les coupes sont dans les chapitres. 20% quand même. Hein. Voilà, j'ai un beau petit marque-page ici qui m'avait été envoyé par Léa de Léa Boucadicte. La vie peut être belle, ça peut valoir le coup de se battre pour elle. Voilà, pour Shining. À partir de demain, jusqu'à probablement jeudi. Sachant que je prends pas mal les transports cette semaine. Donc il fait quand même... il est gros, hein. Puisqu'il y a 20% de plus. Il fait 440 pages à peu près. Grand format, dense, écrit de haut en bas. Donc voilà, je me presse pas. Et après, on lit avec Estelle normalement Anne Granger. Mais je peux le décaler, c'est pas un problème. Voilà, j'ai reçu petite réception pocket, La princesse sans visage. Très très beau. Très très belle couverture. Je pense que c'est la même que dans les éditions... dans l'édition grand format, publiée chez Slalom, voilà. Et en plus, il est dédicacé. Merci beaucoup, Ariel Holz. C'est un tome 1 de la saga des royaumes immobiles, où on est donc dans les royaumes immobiles, le pays des fées. C'est pas des fées, hein, c'est les fées, c'est pas ce que c'est. L'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis longtemps, menace cet équilibre. Il faut organiser un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre et la compétition sera sans pitié. Ivali est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Car Ivali est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière. J'en lis pas plus. Il est court, hein. Il fait 390 pages, même pas. Et c'est de la fantaisie. Pourquoi pas? Je vais la mettre dans ma palle, pas prioritaire, mais je vais le rajouter. Parce qu'il me tente, en fait. Alors, je ne peux m'empêcher de me dire, c'est écrit par un homme. Comment vont être considérées ces femmes? Je ne sais pas, on verra au niveau des descriptions. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une carte au début. Voilà, des mondes imaginaires. Et derrière, il y a une espèce d'arbre généalogique des familles royales. Voilà. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Et à la fin, parce que j'ai regardé la fin, il y a des personnages qu'on nous explique un petit peu. Le grand bestiaire des royaumes. Par Lady Peaseblossom. Donc je pense que c'est un personnage du livre. On a Bogart, on a Boglin, Catsit, Changeling, Dryad, Delphine, voilà, c'est des Boglins, c'est des Boglins, je sais pas qui c'est. Ça a l'air d'être des espèces de trucs anthropomorphiques. Oiseaux, plumage carmin, espèce de gobelins, voilà, des gobelins, des trucs, oiseaux gigantesques, feu follet. Mais c'est bien que je l'ai vu à la fin, enfin, qu'il soit à la fin. Voilà. Sur ce, je vais. Aujourd'hui, j'ai pas de lecture. J'ai terminé le récital des anges. C'était vraiment bien. La fin est très belle. La fin est vraiment très belle. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Vraiment contente. Aujourd'hui, donc, là, j'ai avancé un petit peu le King Papa Icons.
parce que j'étais arrêtée à un endroit où il parlait de terre perdue justement et je voulais le passer et là je l'ai passé et je suis en 99 à la publication de Rage qui justement a été interdite. Et là on est sur Sac d'os, voilà, je suis page 215, il me reste moins de 100 pages. Je vais être tellement triste de l'avoir terminé celui-là, mais c'est un livre qu'on relit et qu'on lit et qu'on relit. J'ai pas lu la partie sur Magie et Cristal, le tome 4 de La Tourson parce que je ne peux pas me faire spoiler, donc il y a des passages que je passe comme ça parce qu'il y a des romans que j'ai pas lus et que je ne veux pas me faire spoiler. Mais en tout cas il est très complet, il est très très beau, je vous le recommande absolument celui-là si vous avez l'occasion. Et puis j'ai sorti ça, La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, petit traité sur le marché de l'attention. Donc on me l'avait donné, c'est Lucie, si tu passes par là Lucie, qui me l'avait donné. Il me tentait beaucoup. Et puis j'ai lu un roman qui le cite à la fin. Je dirais pas le roman parce que c'est du spoil, mais qui cite ce bouquin-là. Et j'ai fait ok, bah, je veux vraiment le lire en fait. Il est très court. Et je me dis, allez, si je le glisse dans mon sac, pourquoi pas. Alors j'ai toujours La Fabrique du crétin digital aussi à lire. Je pense que c'est un peu complémentaire finalement. Mais voilà, c'est sur la capacité d'attention de la société actuelle. Et je pense que c'est très très intéressant. Dites-moi si vous l'avez lu. Il est pas long, hein. Il fait même pas 200 pages, il fait 150 pages. Ah ouais, il est court. Oh, je pourrais presque le lire cette semaine. 11, il fait 140 pages. J'ai envie de le commencer là. Ah, je suis titillée. J'ai pas le temps, on sort cet après-midi, tout ça. Donc, bref, semaine Stephen King a priori, et puis peut-être, si j'ai le temps. Et peut-être Anne Granger aussi, je vous en parlerai en fin de semaine, j'imagine. Voilà, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Voilà, l'église. On est lundi midi, je vous reprends après un week-end très très fructueux niveau lecture, puisque j'ai terminé le Pop Icon de Stephen King qui est parfait, vraiment, vraiment parfait. Juste, il manque peut-être, et alors je pense que je l'ai vu parce que je commence à lire Shining là, il manque la référence au téléfilm Les Couloirs du Temps de Shining, dont il parle pas, et je trouve que c'est l'adaptation la plus fidèle de Shining comparée à celle de Kubrick. Mais voilà, c'est un détail, je pense que c'est parce que je suis dans Shining que j'ai vu qu'il manquait ça. Mais sinon, vraiment, si vous avez l'occasion de vous le procurer, il est parfait. Biographie, bibliographie, il y a une partie sur le cinéma avec les adaptations, toute sa vie, toutes ses œuvres, toutes ses influences, c'est vraiment hyper complet avec des dessins incroyables de beaucoup d'illustrateurs. Donc magnifique, je vous le recommande vraiment. Par quoi je commence? Par donc ce qui est venu après, je vous en avais parlé, c'était La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, petit traité sur le marché de l'inattention. Là je l'ai en version livre de poche. Il est très court, il fait 150 pages, je l'ai dévoré presque d'une traite et j'ai mis des post-it parce que y a beaucoup de choses très intéressantes sur la capacité d'attention, sur les algorithmes, sur les réseaux sociaux, sur la façon dont les réseaux sociaux et les algorithmes dirigent notre cerveau vers ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent nous orienter, vers quelle pub, pour consommer plus, pour passer encore plus de temps. C'est très très intéressant, c'est très flippant. J'ai mis pas mal de post-it parce qu'il y a des chiffres qui sont assez intéressants sur le temps passé devant les écrans, sur quoi voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est trop bien. L'emprise étant peu à peu son royaume, installant ça et là des fragilités mentales jusqu'ici inconnues. Le Near Future Laboratory, un groupe de travail rassemblant experts et médecins, a pu en observer 4. Le syndrome d'anxiété, la schizophrénie de profil, l'atasagoraphobie et l'assombrissement. Et ils expliquent ce que c'est que tout ça. L'atasagoraphobie, c'est la peur d'être oublié par ses pairs, qui connaît de nouveaux développements liés aux réseaux sociaux, ceci en affichant en permanence des résultats chiffrés de chacune des actions entreprises dans leur espace, nourrissent la mélancolie de ceux qui se sentent abandonnés ou soumis à l'indifférence de la part de leurs connaissances numériques. Tel un spectre, l'atasagoraphobe consulte son smartphone dans l'espoir d'un j'aime, d'un like, d'un share, d'une mention qui démentira sa certitude d'être un individu de seconde catégorie, méritant l'oubli dans lequel son groupe l'a plongé. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de références à la fin. Il y a 4, 5, 6 pages de bibliographie. Très intéressante. Et puis, il y a un passage vraiment drôle. Je sais plus où elle est. Ah, je sais plus. Un chapitre carrément que j'ai pris en exemple sur un groupe de personnes. Et je vais pas le retrouver. Ou alors, je l'ai peut-être pas... Je l'ai pas postité. Ah si.
Non. Bref, c'est... voilà, faut que je vous lise parce que c'est trop cool. Je l'ai partagé sur Instagram. Atlanta, 13 octobre 2018. Il a fallu du temps à la police pour prendre au sérieux les appels qu'elle recevait depuis près d'une heure. La voix du vendeur trahissait son affolement. Personne, depuis de longues minutes, n'était sorti de l'IKEA dans lequel il travaillait. Pour un samedi après-midi, à un peu plus d'un mois de Thanksgiving, c'était inquiétant. Quelque chose devait se passer. Une prise d'otage, un accident, un phénomène inexplicable. À l'intérieur, nul affolement. Au contraire, les caissiers consultaient leur smartphone pour passer le temps, dans l'attente de clients qui ne venaient pas. L'explication, quelqu'un s'est amusé à recouvrir le sol du magasin de flèches, disposées de façon à créer un labyrinthe inextricable. Disciplinés et tout à leur course, les clients tournaient en rond, incapables de trouver la sortie. Ils passaient des chambres à coucher au salon, des salons aux cuisines, au bureau pour revenir à nouveau dans les chambres. Le magasin était gigantesque, aussi leur fallait-il du temps pour se rendre compte qu'ils étaient déjà passés par là, et l'architecture particulière des rayons rendait la sortie invisible. Ils erraient. Alors ils disent après que c'est peut-être vrai ou peut-être faux, on ne sait pas. Ça a fait, pas un tollé, mais ça a fait un bruit retentissant sur les réseaux sociaux. J'avais pas du tout entendu parler de ce canular-là. Mais voilà, c'est drôle et ça montre aussi à quel point, parfois, l'humain est bête. Mais je me mets dedans aussi, hein. Des fois on est des moutons, on est bébête, on réfléchit pas, on réfléchit plus parce qu'on est zombifié. Et là, ça prouve bien que vraiment, c'est drôle et inquiétant à la fois quand même. Mais bon, voilà. Alors, le reproche que je peux faire à cet essai, c'est que c'est parfois un petit peu brouillon dans la structure, dans les faits, dans les propos, pardon. Il y a beaucoup d'informations, c'est peut-être pas assez structuré, effectivement. Mais pour un petit bouquin, un petit essai de 150 pages sur le monde des réseaux sociaux et la capacité d'attention, je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à me recommander d'autres livres de ce style-là, si vous en avez, parce que je suis toujours très curieuse de ça. De l'influence des réseaux sociaux sur nous, sur le cerveau, sur voilà, les algorithmes, la société d'aujourd'hui. Voilà, je suis très curieuse là-dessus. Donc vraiment, si vous avez des essais là-dessus, n'hésitez pas à m'en recommander. Donc ça, c'était la lecture imprévue du dimanche. Et je suis très contente de l'avoir sortie de ma palle non prioritaire. Je commence aussi à descendre la palle non prioritaire. Je suis assez contente. En ce qui concerne Shining, eh bien, je l'ai commencé, et bien commencé, vous voyez comme il shine. Je l'ai mis dans ma belle pochette de Steph de Pikitty Bookin / Adelcha, et avec le marque-page de Adelcha qu'elle m'avait envoyé avec beaucoup d'œuvres de King. C'est un grand marque-page, il est parfait pour cette édition. Je suis déjà à la page 119, il en fait 400 et quelques. Voilà, parce que en fait j'ai beaucoup de transport aujourd'hui, j'en aurai demain aussi, j'en aurai mercredi, je pense que je l'aurai fini jeudi, voilà, en sachant que je me presse pas, c'est juste que j'ai beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai presque 4 heures de transport pour aller bosser, j'en ai eu ce matin, j'en ai ce soir, je vais à un atelier ce soir avec mes élèves, donc voilà. C'est top, c'est trop bien. Alors je vois pas les passages coupés, je m'en rends pas compte parce que j'ai quand même lu il y a 7 ans presque. Donc voilà, mais c'est parfait. Évidemment, voilà. J'ai reçu 2 petits livres. Alors, on m'a proposé un livre, je ne sais pas si c'est celui-là. Non. On m'a proposé un livre de chez J.C. Lattès. J.C. Lattès ? Peut-être. Je crois. Ça s'appelle Génial, ma mère est morte de Janet McMurphy, quelque chose comme ça. Qui apparemment, quand la photo de la couverture a été postée sur Instagram, tout le monde a dit « Ah, j'ai trop hâte, c'est génial !» J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et apparemment, c'est une sorte d'autobiographie de l'autrice qui a été complètement mise sur le devant de la scène par sa mère, qui voulait absolument qu'elle devienne je sais plus quoi. Ça me fait un peu penser à Florida, de Olivier Bourdeau, sur les Minimis. Et là, du coup, c'est la biographie de cette femme-là, et ça doit être assez intéressant. J'ai dit oui, parce que j'étais curieuse, et que j'ai de la place dans mon planning, donc voilà. Mais là, non, c'est pas ce que j'attends. Je vois les éditions du Rocher qui, de temps en temps, m'envoient des livres en ASP, comme ça, envoyés gentiment. Et là, on est sur La paix paresseuse, de Julien Donadille, avec une photo historique et réaliste. Alors, Stresa, avril 1935. Sur les bords du lac Majeur, une conférence diplomatique réunit les alliés de la Grande Guerre, France, Italie, Grande-Bretagne. Hitler vient de rétablir le service militaire en violation du traité de Versailles. Une cohue de diplomates, de miliciens, d'hommes politiques, de journalistes se presse. Léger, MacDonald, Flandin, Laval, Mussolini. L'enjeu est de taille. Prévenir une guerre dont personne ne veut, 15 ans après la fin de celle qui devait sceller la réconciliation universelle des nations. Tous aspirent à la paix, mais le consensus est introuvable. Chacun est aux prises avec sa propre histoire, ses préoccupations, ses intérêts.
C'est le cas de Pierre-Marie Franceschi, je pense, brillant diplomate, marié, ayant l'oreille de Laval, mais qui peine à rester concentré, troublé par une jeune comédienne qu'il pense être une espionne. On le sait, cette absence de consensus va mener au pire. Le front commun sera brisé par l'invasion allemande en Abyssinie et la signature du pacte naval anglo-allemand. Dernière occasion de garder fermées les portes de la guerre, Stressa en tire toute sa collaboration tragique. Merci beaucoup. Il sort quand? Il sort le 17. On est quoi? Le 15. Il sort le 17. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il est conservateur de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, place du Panthéon. Il a publié un premier roman chez Grasset qui s'appelle Vie et œuvre de Constantin Hérode. Écoutez, ça a l'air d'être un fait historique terriblement important, que je ne connais absolument pas parce que j'étais nulle en histoire, mais merci beaucoup pour l'envoi. Les éditions du Rocher. Il n'est pas très long. Hein. Il est écrit petit, mais je pense qu'il se lit bien. Il fait moins de 300 pages. Donc voilà. Merci beaucoup les éditions du Rocher. La paix paresseuse. Et nous avons une réception Pocket. Vu la taille, c'est pas les disparus de Blackmore. Je pense pas. Non, La colère de S.A. Cosby. Chez Pocket. Qui est sorti le 11 janvier. Alors S.A. Cosby, il a été récompensé du prix Nouvelle Voix du Polar Pocket avec Les Routes oubliées. Voilà, c'est écrit. Lauréat du prix Nouvelle Voix du Polar. Et donc là, ça doit être la suite, enfin un autre. J'imagine. Et je sais qu'il vient d'en sortir un nouveau. Qu'est-ce qu'il va mettre là? Oui, Le sang des innocents. Que vous avez peut-être déjà vu passer, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai vu que Séverine l'avait beaucoup aimé. Le roman noir a un avenir et il s'appelle S.A. Cosby. C'est Denis Lehane qui dit ça, c'est celui qui a fait Shutter Island. Voilà, ma foi, il fait 400 pages et il nous dit Ike Randolph est noir, Buddy Lee Jenkins est blanc. En Virginie occidentale, cela revient à dire que tout les oppose. Ils ont pourtant été tous les deux pareillement lamentables en dénigrant avec la même violence l'homosexualité de leur fils, maintenant mariés l'un à l'autre. Alors, quand Isia et Derek sont assassinés, la douleur a un goût de culpabilité. Qui a tôt fait de se transformer en colère, une colère viscérale qui réclame un exutoire. Waouh. Ah bah celui-là, je vais me le garder. Enfin, je vais me le garder de toute façon, mais je vais me le garder dans ma palle, quoi. Ça a l'air trop fou. Roman noir, quoi. Roman noir. Trop bien. Merci beaucoup, Pocket. Il est déjà sorti. Voilà, donc je continue Shining aujourd'hui, demain aussi, et puis peut-être pas le Granger en fin de semaine parce qu'Estelle n'aura peut-être pas le temps de le lire, donc je lirai autre chose. Qu'est-ce que j'ai que je peux lire? J'ai le Chant de l'Assassin que je peux lire. Puis après, je peux passer à ma palle de février, je peux lire Anne d'Ingleside, je peux lire Le Monarque Rouge, tome 3 des Sœurs Brontë, je peux lire quoi d'autre, j'ai quoi, qui est pas en... Oh, le cheptel, il est beaucoup trop gros, je crois que je l'ai mis en mars ou en avril. Glacé, non, Shutter Island, je sais pas. Mais bon, voilà, on va baisser la palle de toute façon. Bonjour tout le monde, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. C'est une semaine chargée et du coup pas trop le temps de me poser pour vous parler de mes lectures. C'est un petit peu compliqué donc je le fais là dans ma salle. J'ai terminé Shining, je vous mettrai peut-être l'image ici. J'ai terminé, c'était vachement bien, c'était tendu, c'était très tendu. Oui, j'ai été coupée. Du coup je disais c'est tendu parce que c'est une lecture qui ne m'avait pas autant marqué la première lecture, donc c'était en 2017. J'avais trouvé vraiment intéressante, vraiment une bonne lecture, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette crispation pendant ma lecture. À partir de la deuxième moitié, un peu après la deuxième moitié, il y a quand même des éléments qui font que l'ambiance est très oppressante. Et cet hôtel prend complètement le pas sur les personnages, sur Jack surtout, sur Danny aussi. Enfin bref, je veux pas spoiler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est un roman d'ambiance, c'est un roman d'ambiance tendue, c'est pas forcément quelque chose qui fait peur, mais il y a certaines descriptions, certaines descriptions de lieux,
de couloirs, d'éléments de l'hôtel qui peuvent paraître anodins, mais qui, sous la plume de King, rendent le truc particulier parce que il note beaucoup de choses en italique, entre parenthèses. Et au début, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ces trucs-là. Et en fait, soit c'est les pensées du personnage, soit c'est une espèce de vision du futur peut-être, ou de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça rajoute un peu de... Comment dire? Pas forcément de tension, mais ça rajoute de la... Ah, je vais y arriver. De... De l'accaparement, de l'addictif, voilà, de l'addictif. Et on a envie de savoir, on a envie de savoir. Et en fait, c'est comme si ça accélérait parce qu'on a le personnage, la description, le dialogue, ou alors le monologue, et hop, ce petit truc en italique qui nous fait dire, tiens, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça marque le lecteur en disant, tiens, pourquoi? Ça peut perturber. Je sais qu'il y en a certains, là, pendant la lecture, qui disent qu'ils accrochent pas trop à ce genre de style où il y a des passages de pensée du personnage parce que ça peut perturber, ça peut parasiter peut-être la lecture effectivement. Moi je trouve ça hyper immersif, vraiment dans la tête du personnage, ça j'aime beaucoup, mais il faut connaître en fait l'esprit King, et King aime bien faire ça en général, de passages en italique. Il y a d'autres auteurs aussi qui le font, mais pour moi chez King, c'est quasiment, je vais pas dire à chaque roman, mais il y a vraiment très souvent des pensées. Par exemple, on est en train de discuter et puis le personnage va dire oh, j'ai super faim. Voilà, et ça va être en italique. Ça n'a rien à voir, mais on va être un peu plus dans son esprit, en fait. Donc voilà, ça rend le truc un peu immersif, je trouve. Et je me rappelais de la fin, je me rappelais pas de toute la fin. Et c'est dur d'oublier Jack Nicholson quand on a vu le film. C'est dur d'oublier les couloirs, d'oublier Wendy, d'oublier les scènes, d'oublier Halloran, tout ça. Alors, Halloran est là aussi, bien sûr, mais le personnage a une fin différente que dans le film. Les personnages ont des fins différentes, et la fin est diamétralement opposée à la fin du film, si vous avez vu le film. Euh, je veux vraiment pas rentrer dans le détail de la fin, mais globalement, Delphine de Vigan a raison dans la préface de dire il faut lire ou relire Shining et il faut oublier Jack Nicholson. Il faut oublier cette version de Kubrick qui est excellente, je l'adore, cette version elle est parfaite, mais elle est loin effectivement du livre, des personnages, du caractère des personnages, de la psychologie, et puis l'Overlook est un personnage du livre. Clairement, c'est un personnage. On ne peut pas passer à côté de l'Overlook, de son passé, de ses fantômes aussi, de toute son histoire, parce que toute son histoire n'est pas forcément développée dans le film. Et à la fin, la toute dernière image du film, si vous la connaissez, il y a un travelling avant vers quelque chose qui est complètement sorti de l'esprit de Kubrick, quoi. Enfin, ce n'est pas du tout dans le bouquin, parce que l'Overlook a son passé, a son histoire, et c'est pas assez développé dans le film. Et heureusement que ça allait dans le bouquin. Mais ça nous aide vraiment à comprendre. Et je comprends aussi que King ait voulu développer un peu plus Danny dans Doctor Sleep, parce que je me suis rendu compte qu'on veut vraiment en savoir plus, parce que Danny se développe et développe sa psyché vraiment dans Shining, mais on se dit qu'il est tellement encore jeune, il a 5 ans, qu'il a encore toute sa vie, et qu'est-ce qu'il va faire de ce Shining-là? Réponse dans Doctor Sleep. Mais je suis vraiment très contente de l'avoir relu. C'était un pur plaisir. Je l'ai dégommé parce que j'ai vraiment eu beaucoup de transport. J'ai eu 8 heures de transport depuis lundi là. Et donc je l'ai lu en 8 heures. Donc 440 pages. Voilà, ça fait une moyenne de 50 pages par heure. C'est pas mal. Ça me va, en sachant que c'était des grandes pages et que c'était bien dense. Donc je suis très contente. Je me suis pas pressée. C'est juste que j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour lire. Donc c'est cool. Voilà, donc Shining, c'est bon. C'est clos et je le relirai pas tout de suite, mais je reverrai avec grand plaisir le film de Kubrick. De toute façon, on se posait la question avec mon conjoint hier, qui lui n'a pas lu le livre, mais qui se rappelle très très bien du film, qui adore ce film, et qui s'est posé la question est-ce que King et Kubrick ont discuté justement de la manière dont Kubrick allait faire le film? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce que King avait des exigences, ou est-ce qu'il a laissé vraiment Kubrick faire et qu'il s'est rendu compte à la vision du film que ah ouais, c'était pas du tout ce qu'il avait dans l'esprit, et que ça reflétait pas du tout l'esprit de Shining, à juste titre je trouve. Mais je ne sais pas effectivement s'ils se sont parlé, s'ils ont été en contact, ou juste il s'est inspiré
du livre pour faire son adaptation. Peut-être. Si c'est juste inspiré du livre, ça passe. Du coup, j'ai pris un autre roman dans ma belle petite pochette de chez Litos que j'avais reçu récemment. C'est Le Chant de l'Assassin. Je suis très sombre, hein, je suis désolée, mais je suis en contre-plongée comme ça. Le Chant de l'Assassin de Hergé Laurie, qui est le dernier qui est dans ma palle. C'est le 7e, je crois, que je lis de l'auteur. Je suis au tout début. Hein. Voilà, j'ai lu 40 pages. Aïe. Problème de danseuse. Donc, j'ai lu quoi? Parce que là, ça date de quand celui-là? 2015, non 2019. Ah, 2015, ouais. Donc, du coup, j'ai lu. De ceux qui sont cités, j'ai lu Papillon de nuit, Seul le silence, Vendetta, Le jour où Kennedy n'est pas mort, Une saison pour les ombres, Carnaval des ombres. Et je crois que c'est mon 7e du coup. Est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois que c'est ça. 7, j'en oublie. Bon, bref, donc on est avec deux personnages, Henry et Evan. Alors, Evan Riggs et Henry Quinn. Donc, Evan Riggs, ils sont tous les deux en prison. Evan Riggs est là depuis des années, il purge sa peine. Il est écrit qu'il est condamné à vie, en fait, en prison. Et il reste là, et il voit beaucoup de personnes défiler dans sa cellule en copains de cellule. Eux sortent et lui jamais. Et là, pendant 3 ans, il va être compagnon de cellule avec Henry, qui est jeune et qui est là parce qu'il a fait une gaffe, en fait. Il a pas fait attention. Je vous raconte pas l'histoire, mais c'est marrant. Enfin, j'ai trouvé ça marrant. Et du coup, au bout de 3 ans, Henry sort. Et Evan va lui demander de donner une lettre à sa fille, parce que sa fille, il ne l'a jamais rencontrée, il ne l'a jamais vue. Et il veut lui donner cette lettre. Et Henry se doit de rendre ce service à Evan, parce que c'est grâce à lui qu'il a survécu en prison. Et donc il dit, pas de problème, bien sûr, je vais donner ta lettre. Henry sort, et nous, lecteurs, on va découvrir la vie, le passé, l'enfance de Henry. Et notamment l'enfance, enfin le passé de sa mère. Donc là, j'en suis là. On est vraiment dans une digression du passé de Henry. Il fait quand même plus de 500 pages. Ça m'étonne pas du tout qu'on soit dans les passés des personnages. Et c'est très bien, comme ça les creuse bien. On est bien avec eux, on a beaucoup d'empathie, on les connaît bien. Et ça me convient parfaitement. Donc voilà, comme j'ai une semaine d'avance sur mon planning, je l'ai mis jusqu'à glacer. Glacer, je le commence le 25. J'ai une semaine, vraiment, pour le lire. Je vais pas me presser. Et probablement que je le finirai avant le 25. Je sais pas ce que je dirai après, on verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaierai de vous prendre demain. Peut-être que j'aurai avancé un petit peu celui-ci. Et j'espère avoir des petites choses dans la boîte aux lettres parce que j'attends 2 bouquins que j'aurais aimé lire très prochainement parce qu'ils sortent bientôt. Alors, un en février, un en mars. Ah non, bah non, celui de mars, non, je l'aurai pas tout de suite. Mais celui de février, oui, j'aimerais bien le recevoir et puis vous montrer aussi de quoi il s'agit. Nous sommes vendredi midi, j'ai été à la boîte aux lettres et j'ai plein de choses à vous montrer, c'est chouette parce que j'ai pas d'update lecture à faire en fait. J'ai avancé Le Chant de l'Assassin jusqu'à la page 80 à peu près, ce qui est pas dingue. J'aime bien, on est ce que je vous ai dit dans le passé du personnage principal, on explique un petit peu qui il est et ça va nous aider je pense pour qui il va devenir. Et là j'arrive, voilà, je suis retournée dans le présent et il doit déposer une lettre à la fille de son ancien pensionnaire de prison. J'en suis là. Donc je suis retournée dans le présent, après une bonne partie dans le passé de développement de personnage, très bien. Donc voilà. Je vais conclure ce vlog ici, parce que ce week-end, j'aurai pas le temps de vous prendre. Et bon, c'est un petit vlog, mais voilà, je pense que vous ferez avec. Donc je vais ouvrir tout ça avec vous. J'ai pré-ouvert les choses. Ce colis-là, je l'attendais bien, parce que je sais ce que c'est. Ça vient de chez J.C. Lattès. C'est un livre qui sort le 7 février. Et qu'on m'a proposé et que j'ai dit ok. Ah ouais, ah ouais, d'accord, ok. Très bien. Ah bah, dis donc. Ah, il est emballé carrément dans du papier à l'effigie du bouquin, quoi. C'est génial. C'est génial. Bah écoutez, voilà. Sticky Strips. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est des grands marque-pages. J'ai jamais vu ça. Parce que ça a l'air d'être... Oh, c'est pour les grands formats. C'est pour que ça dépasse comme ça. Ah, c'est parce que ça va... sur toute la longueur, la largeur de la page. Alors donc, vous avez peut-être reconnu cette image que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Si j'arrive à l'ouvrir. Je déchire tout. Oh non, c'est dommage. Mais c'est tellement bien fait en même temps que si je déchire pas, je l'ouvrirai pas. Donc ça va être compliqué. Hop, donc c'est un roman qui paraît chez J.C. Lattès le 7 février, écrit par Jeannette, je sais plus quoi, qui est... Aïe! J'ai cassé. Qui est une autobiographie, je crois que je vous en ai déjà parlé, tant pis, j'échire.
Tant pis, désolée pour celles qui sont en voiture. Voilà, donc, tada! Ça s'appelle Génial, ma mère est morte de Jeanette McCurdy. Magnifique, Washington Post, extraordinaire, le Times, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, ça a l'air d'être hyper culte aux États-Unis. Je ne sais pas, ça a l'air aussi d'être la même image dans la version américaine, parce que quand JC Lattès a publié ça sur son compte Instagram, les gens ont fait « Waouh, c'est trop bien, j'ai trop hâte !» Donc voilà. Janet McCurdy a 6 ans lorsqu'elle passe sa première audition. Sa mère a un rêve, que sa fille unique devienne une star, et Janet ferait n'importe quoi pour la rendre heureuse. C'est pour ça que je vous dis que ça me faisait un peu penser à Florida de Olivier Bourdeau. Suivre la restriction calorique que sa mère lui impose et peser 5 fois, et se peser 5 fois par jour. Endurer pendant des heures ses commentaires désobligeants lors de séances de maquillage à domicile. Tes cils sont invisibles, d'accord. Tu crois que Dakota Fanning ne teint pas les siens, ok. Se laisser doucher jusqu'à l'âge de 16 ans, quitte même à lui ouvrir son journal intime, son courrier électronique et à partager tous ses revenus. Waouh, ok. Enfin choisie pour jouer dans une nouvelle série de Nickelodeon, iCarly, Janet est soudain sous le feu des projecteurs. Ravie, sa mère inonde de mails les clubs de fans et tutoie les paparazzi. Janet est rongée par l'anxiété, la honte et le dégoût d'elle-même. Son mal-être ne fait qu'empirer lorsque sa mère meurt d'un cancer. Dans une autobiographie aussi déchirante qu'hilarante, Janet McCurdy retrace son histoire avec une franchise rafraîchissante et une bonne dose d'humour noir, véritable ode à la résilience et à l'indépendance, à la joie de se laver les cheveux soi-même. Ok. Donc elle est effectivement actrice. Elle est scénariste, réalisatrice et essayiste. Elle a publié pour le Huffington Post, le Wall Street Journal. Elle a fait plein de trucs, elle a joué dans plein de trucs. Elle a l'air très 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 connue, j'en ai jamais entendu parler. Sa tête ne me dit rien parce que je pense que c'est elle. Voilà, peut-être que vous la connaissez. C'est un beau petit bébé de 400 pages que j'avais vu et que je vais me lire là fin janvier, je pense, parce qu'il sort début février, donc j'aimerais bien chroniquer avant sa sortie. Je sais pas quand il est sorti. 2022, ok, donc c'est assez récent finalement. Très bien. Bon bah voilà, merci beaucoup JC Lattès pour ce livre qui est accompagné du petit papier emballage de... Alors, Sticky Strips, c'est des papiers collants pour moi, hein, donc ça doit être des post-it, j'imagine, donc c'est très bien parce que j'en avais plus, mais ça doit être des post-it pour les grands formats. Nous avons également un joli petit carnet, génial, il y a juste écrit génial, parce que génial, ma mère est morte, sur un carnet, c'est pas ouf. Ah, c'est un carnet à ligne, j'aime beaucoup les carnets à ligne, avec un petit élastique, qui permet de refermer le carnet. Et nous avons également un tote bag. Génial. C'est cool. Merci beaucoup. Trop bien. J'aime bien parce que le génial, pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin, du coup, quand tu vois ça dans la rue, tu dis « Oh, c'est original comme tote bag !» Donc il faudrait que je combine le tote bag avec le bouquin en lisant en même temps. Ça peut être pas mal. Bref. Merci beaucoup, JC Lattès. Merci beaucoup JC Lattès pour cet envoi avec le tote bag, les petits post-it et le bouquin. Je vous en reparle très très vite. C'est cool, je suis trop contente. Voilà. En plus c'est très jaune, voilà, ça a l'air bien ironique. J'aime bien. J'ai reçu ensuite de Pocket. 3 vies par semaine de Michel Bussy, le nouveau poche. Ah, j'aime bien ce petit liseré blanc qui fait un peu comme les couvertures de J'ai lu d'ailleurs. Mais c'est Pocket. Ils changent encore leur... Non, c'est peut-être parce qu'ils ont changé tous les Bussy. Peut-être que maintenant tous les Bussy, vous voyez, ils ont le blanc là autour. Et là, peut-être. 3 vies par semaine. Il en a sorti beaucoup. Hein. 3, 6, 9, 12, 15, 17. 17 bouquins il a sorti. Bon, alors j'étais pas méga emballée par le dernier. Ma foi. Un mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre. La révélation de l'identité de la victime plonge le capitaine Catel Marel dans la confusion. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine. 3 femmes attendent son retour, chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais, comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sorti le 11 janvier. Probablement en même temps qu'un grand format. Tout à fait, mon cœur a déménagé. Chez Presse de la Cité. Vous avez peut-être vu passer. Voilà, merci beaucoup Pocket pour cet envoi. Et enfin, alors un colis
que j'ai préouvert, mais que je n'attendais pas. Flo and Book. Oh, maman, c'est qui? J'adore. Caroline Bouquin. Merci Caroline. Mais c'est trop adorable. Oh, bah alors attends, je vais pas lire ça maintenant. Attends. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh, il y a plein de trucs. Voilà, ta. Ça a dû bien rentrer, mais ça a du mal à sortir. Sorti de son contexte, cette phrase est très bizarre. Alors, oh, bah je déchire tout. Bon, bah voilà. Oh, je suis désolée. Bon, de toute façon, c'est une enveloppe. Ah, c'est pour parfaire mes connaissances sur Oradour-sur-Glane. Merci beaucoup. Trop bien. Mais ça doit être tellement intéressant. La ville massacrée pendant la Seconde Guerre mondiale. Trop bien. Mais c'est trop bien. C'est tout illustré. Avec du texte. Je vous mets ça parce que si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est chez La Geste. Voilà. Merci. Oh, on va démarrer que page. Un petit carnet. Oh, qu'il est beau. Oh là là. J'adore. Oh, avec la tour Eiffel et tout, la vue sur Paris. Il y a des lignes. Oh, j'ai 2 carnets là aujourd'hui. Je vais faire plein de trucs avec mes carnets. Merci Caroline. J'aime beaucoup le dessin. Oh là là. Il y a encore d'autres choses. Mais non mais, il y a du thé. Je sais qu'il y a du thé. Oh. Et bah ça, je vais le manger tout de suite, tu vois. C'est du chocolat. Voilà. Désolée pour celles qui sont en voiture. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Je m'en fiche. C'est mon dessert. Thé de Noël, tisane de Noël, c'est trop bien. C'est pas en sachet. C'est directement à mettre dans la boule à thé, je pense. Est-ce que vous connaissez? Provence d'antan, je connais pas du tout. Thé noir et fruits des bois. Ouh. Tisane de Noël. x2. Oh, merci Caroline, c'est trop gentil. Merci. Elle m'a mis une super belle carte, très japonaise en plus. Trop belle. Bon, je vais lire ça juste après. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Vous êtes trop adorable. Trop gentil. Bon, bah merci. Merci encore Caroline. Voilà, je voulais conclure ce vlog, le 99. J'ai un rendez-vous, je dois partir. Mais je voulais quand même vous citer la liste de tous les booktubeuses que je suis. Parce que la dernière fois, j'avais dit oui au pif, je suis machin. Et en fait, je me dis, tant qu'à faire, autant vous donner toute la liste, comme ça vous choisissez. Enfin, peut-être que vous en connaissez déjà certains. N'hésitez pas, si vous voulez l'orthographe exacte, à me demander, parce que je ne vais pas tous les mettre là. Hein. Ça va être à l'oral, donc prenez des notes. Je suis bien sûr petite lectrice triple L de maille et Madame Chachali, évidemment. Nabolita, Flowfly avec 2 Y, Amélie, A-M-E, accent L-I-T, Margot liseuse, bien sûr, Adoria, bien sûr, Séverine, bien sûr, il est bien ce livre, Louise, l'ivresse de lire des livres, Mimslit, donc c'est Camille, Mimslit, L-I-T, gourmande de lecture, Alexandra, coucou si tu passes par là, Jeannot, ce livre, Jeanne, que j'adore, les livres de la crypte, qui est ma référence dans les romans d'horreur, graphiques d'horreur, tout l'horreur. Stephen King France, évidemment. Links Off, qui est un homme qui chronique des bouquins, beaucoup, qui a son coin lecture, qui est assez intéressant, parfois un peu trop, je suis connue, donc je trouve qu'il a parfois un peu la grosse tête, mais ce qu'il dit est assez intéressant sur les bouquins. Madame rêve encore de livres, coucou Nadia si tu passes par là aussi. Les courbes graciles, les chroniques du hérisson, bien sûr Isabelle. Oh là là, chic, avec un O, chic CK à la fin, qui fait moins de vidéos en ce moment, elle a moins de temps. Elle a mis son bilan là de l'année il n'y a pas très longtemps, mais j'aime beaucoup ses analyses de livres. Margorito, bien sûr. Mystiques Manga, parce qu'elle ne lit que des mangas et que c'est rare, donc j'en suis une, c'est Mystique. M-Y, 2S. Les Roseux de Liv, Olivia, si tu passes par là, coucou. Barocco Lecture, coucou Perceline. Gypsy Books, je ne sais pas Cécile, si tu passes par là. Xaxu aussi, si tu passes par là. Justine Shell, évidemment. Donc ça fait partie des anciennes. Hein. Justine, ça fait longtemps que je la suis. Lucie, alors je lis, évidemment. Opaline, coucou Ninon également, que je suis depuis très longtemps.
Picobooks, et j'en ai d'autres, mais c'est d'autres qui ne publient plus de vidéos, genre Lemon June, il y avait Zoé, Bibliozoé, Pinou Papol, tout ça, enfin, voilà. Les anciennes de Booktube, pour ceux qui sont là depuis longtemps, voilà, donc j'en ai beaucoup, j'en suis vraiment beaucoup, et j'ai beaucoup de vidéos en retard souvent, hein, de vlogs, de vidéos, tout ça, donc c'est un petit peu le bazar, mais voilà, si ça peut vous donner des idées de créateurs, créatrices de contenu, tout cela, je les suis, et j'ai grand plaisir à les suivre à chaque fois, je suis une influenceuse totalement influencée par eux, donc voilà, ça me fait bien plaisir aussi. Et là, très récemment, j'ai regardé la vidéo FAQ pour les 5 ans de la chaîne de Nabolita, parce que j'étais en train de faire mon aspirateur, enfin, aspirateur serpillière. J'ai mis la première qui était dans ma liste des abonnements à regarder, et j'ai regardé. Et elle parle justement du lien, enfin de la relation entre YouTube et le créateur de contenu, et des commentaires parfois négatifs, un peu désobligeants. Et elle parlait des gens qui critiquaient son physique. J'étais très étonnée pour une créatrice de contenu littéraire, que des gens disent « Oh, dis donc, ta coiffure aujourd'hui, ça va pas du tout ». Ok, et donc, ça apporte quoi? Et moi, je me dis, waouh! Des fois, je suis pas coiffée, des fois, je suis en pyjama et tout. Enfin, jamais maquillée. Je n'ai jamais eu un seul commentaire de personne me disant, dis donc, ta petite mèche là, elle est pas terrible. Jamais, en fait. Donc, je me dis, est-ce que son public n'est pas le même que le mien? Probablement, je ne sais pas. Elle lit beaucoup de contenu littéraire classique. Est-ce que c'est un public plus classique? Peut-être. Mais j'ai pas de réponse, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Je sais plus, mais c'était assez intéressant son rapport à la communauté aussi, et qu'elle était là pour partager, pour discuter lecture, et que parfois elle se rendait compte que les booktubeurs, booktubeuses entre elles ne parlaient pas forcément, n'allaient pas forcément commenter les vidéos des unes des autres, ni promouvoir les vidéos des unes des autres. Donc c'est pour ça que là, je vais donner toute la liste de toutes celles et ceux que je suivais. Parfois, je vous mets une petite vignette d'une vidéo que j'ai vue, d'une quelqu'un que je suis, que j'aime bien, parce que je suis là pour partager aussi. Je ne peux pas tout partager parce que des fois j'ai des idées, je suis comme ça dans le RER et je me dis faut que je le note, ça je vais oublier, et puis j'oublie parce que je ne peux pas le noter immédiatement. Donc c'est parfois compliqué, je ne me mets pas du tout de pression, mais j'essaie de partager au maximum avec vous, vraiment. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire tiens, il y a cette booktubeuse là qui est trop bien, qui a parlé de ce bouquin là qui est génial, enfin bien sûr, mais soyons là pour ça en fait. Donc je pense que c'est vraiment important. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je sais plus, j'ai justement regardé la vidéo de Flowfly sur la rentrée littéraire d'hiver, qui est très intéressante, qui a lu son premier Cécile Coulon et il n'a pas été très convaincu par elle. Et du coup, je me pose la question, il est très court, il fait 140 pages, je crois, le bouquin, donc je ne sais pas si je le lirai. Bref, voilà, je parle pour ne rien dire, je pense que je vais m'arrêter là. La semaine prochaine sera le 100e vlog. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Plutôt sur la lecture, on est d'accord. J'y répondrai avec grand plaisir. Ça peut être des questions débat aussi. Je peux essayer de donner mon argument, mon avis. Même si je suis seule à communiquer avec mon téléphone, vous êtes en face. Et du coup, voilà, si vous avez des questions, lâchez vos coms, comme on disait sur Skyblog il y a 20 ans. Et donc, je répondrai avec grand plaisir. Et ça me fait toujours très plaisir d'être avec vous en vlog. Je ne vais pas changer mon contenu après le 100e vlog. Ce sera toujours des vlogs. Parce que c'est un format qui me convient, qui est facile, mais hyper facile pour moi. Vous n'avez pas idée. Je vois beaucoup de créateurs et créatrices de contenu se prendre le chou sur le montage, sur tout ça. C'est ça aussi que je vois, que j'ai vu par exemple chez Nabolita, où elle dit sur YouTube, il faut répondre à une certaine catégorie, à des catégories. Il faut que la vidéo dure tel moment, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut qu'il y ait une description un petit peu accrocheuse, tout ça. Et je me dis, mais moi, je fais des vlogs. J'ai toujours le même fond, qui est ma bibliothèque de grand format, avec les couvertures des livres que j'ai lus, toujours le même titre. Voilà, je pense qu'il y a une fidélisation d'une certaine communauté qui attend ce type de contenu-là, et peut-être d'autres communautés attendent un autre type de contenu. Voilà, on est tellement des millions en fait sur YouTube, qu'il y a tellement de gens qui ont des envies différentes, que c'est très bien, et je pense pas qu'il faille s'arrêter à YouTube doit répondre à des catégories de vidéos, de temps, de minutes. Bien sûr, si tu veux être dans le buzz, si tu veux réussir et répondre aux algorithmes, oui, tu as peut-être des critères effectivement, mais ça veut dire être complètement esclave de l'algorithme, quoi. J'ai pas du tout envie de faire ça. Donc voilà, vous êtes presque 3000 à me suivre, c'est quand même beaucoup. Et je remarque que mes vidéos sont vues par environ,
Enfin, j'ai entre 1004 et 2000 vues. Donc potentiellement, vous êtes presque tous à regarder mon contenu, en sachant qu'il y en a qui le regardent des fois un mois, un an après, et c'est pas très grave. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas abonnés et qui vont venir regarder mes vidéos. Enfin voilà, je fais pas du tout la course aux abonnés. Je me dis que ce serait cool d'atteindre les 3000 pour le 100e vlog. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est assez rigolo de se dire qu'on n'est pas esclave des réseaux sociaux, on n'est pas esclave de YouTube. C'est toi qui diriges tes vidéos, ce que tu veux. Et si vous voulez vous lancer dans YouTube, allez-y. Si vous n'avez pas peur de la pression que ça peut amener, si vous en fichez et que vous avez envie de partager vos lectures, faites-le. Au contraire, ça sera trop bien. Il n'y a jamais trop de partage de lecture, je pense, sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, week-end, semaine. Et je vous dis à bientôt dans le 100e vlog.